Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, c'est un format interview. Je suis ravie de donner des interviews également aussi cet été. J'en ai prévu pas mal. Je voulais pas vous laisser sans interview. Je voulais vraiment avoir un contenu puissant et impactant aussi pendant les vacances pour que vous puissiez écouter sur la plage ou là où vous êtes des interviews d'entrepreneurs qui sont assez puissantes et qui vous donneront des clés pour aussi bien démarrer la rentrée. Donc, j'ai hâte de vous partager tout ça et on commence du coup ces vacances d'été avec Fiona Piccoli qui va nous partager ses meilleurs conseils pour se démarquer puisqu'elle est coach Insta. Elle va nous donner toutes ses clés, tous ses conseils pour avoir une stratégie Instagram impactante, avoir des leads qualifiés, avoir plus de trafic et augmenter finalement ses statistiques. Donc, on a eu vraiment une interview super enrichissante, pleine de pépites. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube puisque le format vidéo de ce podcast est disponible sur ma chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de podcast de votre choix pour ne louper aucun épisode de cet été. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Fiona. Hello Fanny. Je suis ravie de t'avoir sur le podcast aujourd'hui, c'est trop cool. Ouais, je suis trop contente de faire ça avec toi, du coup, parce que j'en fais peu, mais je suis contente de le faire avec toi. Ouais, donc sous le soleil de Barcelone pour toi, moi de Toulouse, il commence à faire un petit peu chaud. Ouais. Justement, je sais que c'est un déménagement récent que tu as fait. Est-ce que si je te pose une question tout de suite comme ça entre nous, quelles sont les choses positives qui t'arrivent en ce moment? Est-ce que ça fait partie des choses positives qui t'arrivent en ce moment, ce déménagement? Ouais, carrément. Ça, j'en parle souvent qu'il y a une période où c'était assez compliqué pour moi en termes d'équilibre, vie pro, vie perso. Et du coup, ce déménagement, c'est vraiment quelque chose de positif parce que ça m'apprend à prendre plus de temps pour moi, à profiter parce que la qualité de vie est quand même bien meilleure à Barcelone. Le temps aide beaucoup aussi. Donc, pour le coup, voilà, je souffle un petit peu plus, je prends plus de temps pour moi. Je me suis repris en main, même physiquement et tout. Donc, ça, c'est chouette. Et donc, ça fait partie des choses positives. Et puis après, voilà, je suis sur plein de nouveaux projets aussi qui font que tout me fait vibrer. Donc, franchement, là, il y a tout qui s'aligne. Trop cool. Ok, tu peux nous en dire un peu plus? Alors du coup, j'ai un nouveau freebie qui sort la semaine prochaine, mais pour le Ouais. coup, c'est un freebie je tease un petit peu, alors je l'adore, c'est un cahier de vacances en fait qui va faire 45 pages pour vraiment préparer sa rentrée, travailler sa communication, notamment sur Instagram pendant l'été, avec plein de petits jeux aussi ludiques, etc. Donc franchement, il est trop chouette. Et du coup, je vais réouvrir aussi la version Shine, donc la version hybride de ma formation. Je vais sortir des nouvelles leçons sur ma plus petite formation Insta pour les boulets. Enfin, voilà, il y a pas mal de petites choses qui se passent. Trop Il y a tout qui bien. va arriver en même temps, mais c'est chouette. Trop bonne idée, le cahier de vacances, mais je le veux, je vais le prendre. Vas-y, go. Trop cool. Alors du coup, présente-toi, qui es-tu, que fais-tu? Et tu sais, je demande à mes invités sur le podcast le petit exercice du pitch que moi j'adore, puisque je suis spécialiste dans le pitch, de se pitcher en 30 secondes. Trop dur. Alors, du coup, je m'appelle Fiona, je suis community manager, coach Instagram. Et moi, ma mission, du coup, c'est d'aider les entrepreneurs à être plus visibles, à attirer plus de clients grâce à Instagram, notamment pour vivre de leur passion. Donc, ce que je mets en place, c'est vraiment avoir une stratégie de contenu bien optimisée, tout en restant eux-mêmes, en fait, et en prenant leur place pour aussi, bien sûr, qu'ils soient plus à l'aise. Et c'est comme ça qu'ils vont se démarquer. Est-ce que j'ai fait Oui, mon tour de monde ou pas? ouais, bravo, c'est bien. J'aime bien faire l'exercice parce que ça vous force à bien vous cadrer, mais en fait, finalement, tu vois, c'est très bien résumé tout ce que tu fais en ces deux, trois phrases. Donc, c'est top, merci. Ouais. Si tu gagnais 5 millions ou 10 millions d'euros là sur ton compte en banque personnel, je te fais un virement là comme ça. Ding dong, vous avez reçu 5 millions d'euros. Qu'est-ce que tu ferais avec?
Ça, c'est marrant d'en parler avec mon chéri il n'y a pas longtemps. Alors, bon, il y a une grosse partie, je ne sais pas en termes de ratio, où j'investirais pour le coup directement. Je ferai un gros voyage et je ferai plaisir à mon entourage parce que je suis j'ai l'amour, tu sais, cadeau. Et du coup, je ferai beaucoup de cadeaux à mes proches. Je donnerai aussi de l'argent pour le coup à mes proches parce que, enfin, quand je dis mes proches, ça va être surtout voilà, parents, frères, etc. Et voilà, moi, je suis pas quelqu'un d'hyper dépensière. J'ai été très dépensière, mais depuis que je suis entrepreneuse, du coup, je fais beaucoup plus attention, j'épargne, voilà, je relativise par rapport à l'importance de mes dépenses parce que ça va super vite. Bon, je pense que tu le sais, mais voilà, moi, mes dépenses pro et mes dépenses perso, là, c'est fou. Pompe et up. Et du coup, je regarderai vraiment ce qui est essentiel. Donc, ça serait plus pour partager des moments. Donc, ça serait vraiment faire plaisir à mon entourage, profiter aussi, voilà, faire des voyages, tout ce que j'aime, et réinvestir dans mon business. Ok, cool. Bah écoute, merci à toi pour cette question. Alors moi, tu sais, ce qui m'intéresse dans ce podcast, c'est de savoir un petit peu les reconversions professionnelles. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment dans ta vie pour que tu en sois là aujourd'hui, pour que tu décides de changer, et comment tu as fait pour finalement oser te lancer dans l'entrepreneuriat, tout ça. C'est ça qui vraiment m'intéresse et que j'aime mettre en lumière pour pouvoir inspirer les autres personnes à se lancer aussi. Du coup, comment t'en es arrivé là? Qu'est-ce que tu faisais avant et qu'est-ce qui a fait que maintenant tu es coach sur Instagram ou community manager? Alors moi, j'ai pas eu voilà, de mauvaises expériences dans le salariat, etc. Pour la petite histoire, j'étais chez L'Oréal et mon chéri, on était en relation à distance et en fait, je cherchais du coup un travail en Belgique parce que moi, j'étais à Paris et fallait parler néerlandais. Enfin bref, c'était un petit peu compliqué. Je trouvais pas de travail et c'était pendant la période du confinement. J'ai commencé à aider des proches sur les réseaux. Ça se passait très bien. On m'a dit pourquoi tu te mets pas à ton compte en attendant de trouver voilà quelque chose qui te plaît. J'ai dit allez banco et en fait ça a super bien fonctionné pour le coup au bout d'un mois. Enfin dès que je me suis lancée en fait j'ai eu des clients. Donc voilà j'ai eu de la chance même si on provoque la chance pour le coup. Mais voilà j'ai eu des clients directement et en fait ça a été crescendo et je suis jamais partie de l'entrepreneuriat. Donc moi je pensais vraiment avoir un parcours on va dire un peu plus classique entre guillemets, c'est-à-dire faire tant d'années avec un CDI pour prendre de l'expérience etc. Et plus tard monter ma boîte parce que je suis jeune, enfin j'ai 26 ans et donc je pensais vraiment le faire plus tard et ça s'est fait un petit peu dans le désordre et j'en suis ravie pour le coup. D'accord, ok. Alors attends, toi, tu es une de mes seules invitées qui me dit oui, j'étais chez L'Oréal. Et puis bon, bah après, alors attends, mais tu étais chez L'Oréal, tu faisais quoi? J'étais en charge du coup de la communication et de l'influence aussi, donc tout ce qui va être événementiel, D'accord. relations presse, influenceurs aussi, les événements, etc. Ok, donc c'était un métier qui était quand même assez sympa Ah, aussi. moi j'adore. Moi je viens Ouais. vraiment pour le coup de l'événementiel, de tout ce qui est relations presse, etc. La communication plus 360, donc j'étais pas vraiment dans les réseaux sociaux, même voilà les expériences que j'ai pu avoir, les stages, les boulots, etc. J'ai pas vraiment été dans les réseaux sociaux, j'ai appris vraiment par moi-même et après voilà, il y a quand même du lien avec ce que je fais quand tu es dans l'événementiel, mais quand tu travailles dans des gros groupes, tu as vraiment des pôles et du coup tu avais un pôle dédié, notamment chez L'Oréal, à tout ce qui est réseaux sociaux et moi j'étais vraiment dans le pôle communication événementielle, donc c'est différent, surtout quand tu as des grosses boîtes comme ça. Mais voilà, et je me suis reconvertie dans les réseaux sociaux. Mais bon, je garde dans un coin de ma tête l'événementiel quand même voilà, Ouais. j'aime beaucoup. Ouais, je suis d'accord aussi avec toi. Venant aussi un petit peu de ce monde-là avant, il y a un côté un peu aussi hyper dynamique qui peut manquer parfois, en fait, hein, malgré que c'était trop de pression à des moments. On voulait en partir et puis on se dit, ah ben, on veut y retourner. Ouais, non, mais c'est ça, c'est la consécration. Là, tu vois, j'ai organisé les 50 ans de ma mère. Donc, bon, c'est un petit peu de l'événementiel. Et épuisée à la fin, mais qu'est-ce que j'étais contente du résultat. Tu te dis, ah ouais, donc t'as fait tout ça et puis tout le monde est content, Ouais. etc. Donc, ça, c'est ça qui est cool. Mais moi, j'ai vraiment pas eu d'expérience négative où, voilà, je me suis toujours bien entendue avec mes employeurs. Donc, bien sûr, parfois, il y a eu des moments un peu plus durs parce que tu bosses beaucoup, etc. Et c'est pas forcément pour toi. Mais je veux dire, j'ai pas eu cette expérience de je suis dégoûtée du salariat, je veux pas avoir de patron, je travaille à mon compte, etc. Franchement, Ouais. non. Mais tu sais, tu nous dis tout ça avec beaucoup de légèreté et tout, mais des gens pourraient se dire, mais elle a quand même eu un job chez L'Oréal, quoi. Parce que tu as fait des études en rapport avec ça, hein, tu as fait des études de com?
Ouais, moi j'ai eu une licence en commerce international et un master après en communication. Et puis j'ai eu un MBA en Luxury Communication and Strategies. Donc j'étais spécialisée dans plus l'univers du luxe. Et après là, je travaille pas spécialement avec des marques de luxe. Voilà, je me suis rendu compte que c'était pas spécialement un univers Ouais. pour moi. Je suis quelqu'un d'hyper nature peinture. Voilà, pas du tout bling bling. Bien sûr, j'aime les belles choses, mais j'en ai pas pour moi non. Enfin voilà, spécialement, ça m'intéresse de loin, on va dire. Donc, je me suis rendu compte que c'était pas spécialement pour moi. D'accord, mais tu sors de tes études, à quel moment tu te dis je vais rentrer dans un grand groupe et en plus c'est comme si chaque chose que tu faisais, tu vois, tu le réussissais naturellement sans tu vois sans forcer quoi. Genre tu as ce truc un peu naturel parce que je suppose qu'il y a peut-être plein de personnes qui veulent le même poste que toi tu as eu chez L'Oréal. Moi, j'ai commencé en stage et du coup, c'était déjà compliqué. Enfin, faut savoir que je crois que il y avait 3 ou 4 étapes, je sais plus, pour entrer juste en stage chez L'Oréal. Donc après, c'est plus facile quand tu es en interne. Mais le stage, j'étais déjà hyper fière parce qu'honnêtement, je m'attendais pas enfin, quand j'ai vu toutes les étapes et que tu dis il faut revenir et tu as un autre interview et tu avais des études de cas, etc. Ouais. Bref, je pensais pas être prise. Et c'est vrai que ça me fait penser à ce que ma mère me dit souvent, parce qu'elle me dit ouais, à chaque fois tu touches quelque chose, tu réussis. Et c'est ce truc de battante et surtout j'y vais aussi au culot. Enfin, j'adore échanger avec les gens. Je me souviens, j'avais une personne en face de moi lors d'un entretien. Je sais plus c'était quelle étape de parmi toutes les étapes que j'ai eues pour entrer en stage. Et je dis bah moi voilà, je m'y connais pas spécialement dans tout ce qui est campagne publicitaire, des marques de luxe, etc. Mais par contre, j'apprends vite, je suis hyper motivée, j'adore échanger avec les gens et je pense que c'est vraiment un atout parce que je le fais sincèrement et ça a payé tous les événements que j'ai pu faire après. Honnêtement, je m'entendais super bien, que ce soit avec les influenceurs ou les journalistes. Et du coup, ça casse aussi un petit peu cette barrière, quoi. L'humain, encore une fois, avant tout. Ouais, trop bien, trop cool. Ok, merci pour ces éclaircissements. Et alors, en fait, juste, donc j'ai bien compris qu'il y avait ton chéri qui était plus éloigné, donc tu avais envie d'avoir cette liberté un peu d'aller le rejoindre. Tu trouvais pas de job forcément là-bas et tout, la barrière de la langue et tout. Mais comment on fait pour vraiment quitter un bon poste et se dire, bon, allez, ok, je me lance, même si tu commençais à faire un petit peu ton bis dans ton coin à côté, comme un side project. Comment, à un moment donné, on prend cette décision de se dire, waouh, attends, j'ai ce poste-là. Est-ce que tu t'es dit, je vais regretter un moment ou comment ça se passe à ce moment-là? Non, parce que du coup, c'était vraiment dans les débuts, ça faisait pas longtemps que j'étais vraiment dans la boîte après le stage. Il y a eu la période du Covid où il y avait quand même pas mal aussi enfin voilà, le secteur de l'événementiel, il en a pris, il a pris cher, donc j'avais pas spécialement peur pour ça. Et honnêtement, après 1 an et demi à distance avec mon chéri, ça pesait quand même assez fort dans la balance. Et surtout, j'avais confiance en moi pour rebondir dans des domaines qui m'intéressaient parce qu'encore une fois, beaucoup me disent voilà, c'est L'Oréal parce que c'est L'Oréal et il y a plein d'avantages chez L'Oréal, clairement. Mais enfin, je veux dire, très bien enfin, je me suis dit, je peux revenir voilà, si j'ai envie, enfin, entre guillemets, tenter ma chance en tout cas, de revenir et puis rebondir, vraiment avoir cette capacité de rebondir. Donc, moi, j'ai pas eu de side project, parce que comme je t'ai dit, c'est venu comme ça et j'en suis hyper reconnaissante, mais voilà, j'ai pas galéré. C'est pour ça que je suis pas un bon exemple quand on me dit, ouais, comment tu fais pour trouver des premiers clients au début quand tu galères, etc. Bah, moi, je me souviens, j'ai mis un post sur LinkedIn à l'époque juste en disant, je me lance à mon compte, etc. Et en fait, j'ai mes anciens employeurs qui m'ont contacté et que c'était des gros contrats parce qu'ils lâchaient leur agence de com, etc. Et du coup, ça m'a déjà fait, je crois que juste à eux, j'étais à 2 500 €, tu vois. Enfin, Ok. donc c'était pas mal. Et ok, donc tu as commencé comme ça un petit peu, si j'entends, mais pourquoi t'as pas commencé plus dans ce que tu faisais dans ton job, c'est-à-dire de la communication, de l'event, un peu du PR comme ça, là, au lieu de... Parce que là, tu es parti sur un peu une niche d'être coach Instagram, hein, sur Insta. Qu'est-ce qui a fait que t'es allé vers ça finalement, plus que t'as, enfin, là où tu bossais, en fait, enfin, ce que tu faisais, tes tâches au quotidien? Je dirais déjà c'est la peur de j'ai pas un carnet d'adresses énorme. Je me servais beaucoup voilà de ce qu'il y avait déjà chez L'Oréal ou Pierre et Vacances. Enfin j'ai eu un stage aussi chez Pierre et Vacances dans tout ce qui est RP et tout. Bref. Et du coup c'était vraiment la peur de me dire bah en fait je serais toute seule
pour le coup, à gérer tout ça. Je le voyais plus comme une montagne. Et comme je t'ai dit, les réseaux sociaux, c'est vraiment venu à moi parce qu'au début, j'ai travaillé voilà, pour... mes deux parents sont entrepreneurs. Donc, en fait, j'ai travaillé pour ma mère où j'avais fait son compte Insta qui a super bien fonctionné. Enfin, au bout d'un mois, je crois, elle avait 1000 abonnés qualifiés, je précise. Il y avait quand même de la visibilité qui est venue. Mon père, lui, il vend... lui, c'est plus de la vente de produits physiques. Enfin, il vend du gros matériel frigorifique, etc. Bref, j'avais travaillé aussi pour lui. Ça marchait bien. Et puis, on était aussi dans la période où on commençait le confinement. Je sais plus exactement. Je crois c'était pendant le confinement. Donc, les personnes aussi avaient besoin de se digitaliser et d'être plus présents sur les réseaux sociaux. Donc, on va dire que j'ai pris, j'ai tourné. J'ai perdu ma phrase, mais j'ai pris cet élan, quoi. Ouais. Ouais, ok, donc c'est plus ou moins une suite logique et qui a fait que tu t'es vraiment spécialisée là-dedans finalement. Exactement, ouais. Ok, maintenant du coup pour parler de ce que tu fais aujourd'hui, est-ce qu'il y avait déjà d'autres personnes qui faisaient ça au moment où tu t'es vraiment lancée et du coup tu t'es un peu inspirée d'elles ou tu as vu déjà ce qui se faisait ou tu as senti que c'était toi qui créais un peu tout de A à Z ou enfin, tu sais, quand on se lance dans un nouveau truc comme ça, on s'inspire un peu à droite à gauche, mais en même temps c'est nouveau aussi. Donc Ouais. comment t'as fait au tout début? Au tout début, franchement, ça a été, comme je te disais, ça a été hyper vite. Donc, j'ai pas vraiment eu le temps de m'inspirer ou de regarder ce qu'ils faisaient. J'étais pas coach Insta quand je me suis Ah lancée. oui, voilà. Ouais. J'étais Oui, que oui. community manager. Donc, j'avais pas. Enfin, tu vois, pour te dire, enfin, c'est le problème du riche, tu sais, mais tellement j'avais de clients, entre guillemets, je n'avais pas le temps de bosser sur ma Ouais. communication, donc j'avais pas encore de compte Insta, donc je me suis lancée, tu vois, en juin 2020. J'ai fait ce compte Instagram en novembre 2020, fin novembre 2020, parce que j'avais pas eu le temps avant, et du coup, en fait, j'étais vraiment hyper focus avec les missions de mes clients, donc je regardais pas trop ce qui se faisait. À l'époque, je crois qu'il y avait pas trop non plus de coach Insta, c'était surtout du community management. Il y avait des coachs business. Je sais que je regardais de temps en temps ce que faisait Aline pour le coup The Bee Boost, mais bon, on la présente plus. Mais je regardais vraiment pas beaucoup d'autres personnes parce que j'étais hyper focus. Et en fait, c'est en janvier à peu près janvier 2021, février 2021 où j'étais full en fait dans mes missions community management et du coup j'ai commencé à regarder ce que je pouvais faire. J'avais pris quand même de l'expérience, donc j'ai commencé à proposer des stratégies social media, donc des stratégies clés en main et du coaching. Et après l'offre de coaching a évolué dans tous les cas et puis maintenant t'en vois partout. Mais je pense que il y a beaucoup de personnes qui se lancent en coach directement coach Instagram parce que tu maîtrises Insta et du coup tu te dis tiens je vais devenir coach Insta, alors que je trouve que c'est important quand même d'avoir la partie terrain entre guillemets où tu as fait du community management, tu as pu voir ce qui fonctionnait, tu as pu voir ce qui fonctionnait aussi moins bien en fonction des secteurs d'activité, etc. Enfin, il faut Hmm. savoir que moi le community management au début j'ai un peu fait aussi les erreurs des débutants, c'est-à-dire que je me suis pas vraiment spécialisée, j'ai pris tous les contrats, donc je me suis retrouvée avec des personnes voilà, qui avaient des escape games, des parcs de loisirs, une opticienne, de la vente de matériel frigorifique. Enfin, c'était compliqué pour mon cerveau, honnêtement. Tu te dis, pendant 2 heures, tu travailles pour un parc de loisirs, et puis après, tu travailles pour une opticienne, et puis après, tu travailles pour une psychothérapeute. Enfin, voilà, il faut être un petit peu partout, et c'est pour ça que là, j'ai toujours des missions de community management, mais c'est voilà, les personnes que j'ai sur du long terme, et j'en prends plus beaucoup. Enfin, ça dépend après des projets, etc. Mais c'est surtout gros focus sur la formation et le coaching. Parce que oui, j'ai sorti du coup une formation maintenant à partir de janvier 2022. Tu vois, ça a été step by Ouais. step. C'est vrai que tu as raison après une fois, donc c'est pour ça que je te demande, parce que c'est vrai que toi, tu as été, je pense, un peu au tout début des personnes qui ont lancé du coaching sur Insta. Et maintenant, c'est vrai que c'est un peu, ça a un peu fleuri. Et c'est vrai qu'on voit des gens qui se disent coach Insta, puis ils ont 100 abonnés parce qu'ils se lancent tout juste. C'est là, mais comment, à un moment donné, je peux leur faire confiance? Donc c'est vrai que moi, ça m'arrange parce que ce discours que tu tiens, je le tiens pour une autre chose. Je dis, enfin, si tu veux être coach de vie, ben déjà, coach en individuel avant de lancer du groupe, quoi. Parce que Ouais. tout de suite, on veut lancer du groupe alors que faut d'abord apprendre à coacher aussi. Enfin, donc toi, c'est un peu pareil dans ton métier. Quelles sont finalement, quelles sont les douleurs, entre guillemets, les souffrances de tes clients que tu as aujourd'hui sur Instagram principalement? Enfin, quels sont leurs problèmes? Est-ce que c'est des problèmes, ils n'arrivent pas à gérer l'outil, ils sont pas créatifs? Enfin, qu'est-ce que tu retrouves de récurrent?
Ça dépend vraiment des personnes et du niveau des personnes, parce qu'il y a des personnes qui voilà, ne savent pas du tout maîtriser l'outil parce que c'est pas leur génération. Voilà, c'est plus génération Facebook et du coup, ils sont un petit peu sur Insta par dépit. Donc, il y a des personnes comme ça. Mais de manière générale, c'est surtout les personnes n'arrivent pas à convertir en fait leurs abonnés en clients, n'arrivent pas à vendre. Il y en a beaucoup aussi, surtout dans le milieu du bien-être, qui en fait ont plein d'idées et ont du mal à canaliser leurs idées pour donner justement des posts pertinents. Ça part un petit peu dans tous les sens, elles s'éparpillent. Donc, il y a la partie aussi organisation à revoir, la partie aussi oser se montrer, se démarquer, comment justement prendre sa place parmi un monde où maintenant il y a des coachs de partout, des thérapeutes de partout, etc. Donc, je dirais que les problématiques qui reviennent le plus, c'est la partie conversion, donc vendre en fait, comment convertir ses abonnés en clients, mais aussi être organisé et prendre sa place pour tout en se démarquant en fait, en osant montrer justement qui on est vraiment, sa personnalité, parce que beaucoup ont peur maintenant de, enfin, associer en tout cas voilà, je parle de moi, je raconte ma vie, ça va intéresser personne, je suis pas une influenceuse, etc. Ouais. Alors que maintenant, c'est pas du tout ça. Ouais, et aussi, tu sais, les questions de... alors, toi, je sais que tu travailles beaucoup aussi au niveau du design graphique, et c'est-à-dire, tu essaies d'avoir quelque chose qui correspond un peu. Est-ce que ça, c'est vraiment important? Enfin, comment tu diriges les gens un peu au niveau de l'outil, on va dire, entre guillemets? Alors là, on va plus parler de Canva du coup par rapport à l'outil, ou tu veux Ouais, parler enfin, d'Instagram, le feed? l'outil Instagram, tu vois, enfin, comment on met en forme quelque chose quand on n'y connaît rien, quand on part de zéro, ou quand on justement on veut se démarquer, comme tu disais, on va avoir un feed qui se démarque un peu des autres. Bah déjà, il faut réfléchir justement à son identité visuelle, donc les couleurs qu'on va utiliser. Il faut savoir que chaque couleur a une signification, donc c'est important de regarder justement la signification des couleurs pour voir quelle émotion, quel message tu veux transmettre. Typiquement, des personnes qui sont dans le domaine de la spiritualité, elles vont peut-être plus partir sur du violet. Des personnes qui sont dans tout ce qui est médecine douce, les naturopathes, etc., ce sera peut-être plus du vert. Voilà, enfin, voilà, tout ça, il y a des codes. Après, il faut faire aussi en fonction de soi et là où tu vas retranscrire, on va dire, ton petit plus, ton petit élément différenciateur, ça va être aussi, pour moi, c'est la personnalité. Si tu as une personnalité genre hyper dynamique, enjouée, fun, etc., mets-le dans tes publications, dans tes visuels, fais-le retranscrire aussi dans ta bio, donc la partie vraiment optimisation du profil. Si t'es quelqu'un de drôle, montre-le nous. Si t'es quelqu'un qui aime par exemple aussi tout ce qui écrit et qui parle un peu plus poétique, il va falloir aussi qu'on le voit dans la légende. Je sais pas si tu le vois, encore une fois, les personnes dans le bien-être, dans le dev perso, elles ont parfois une façon particulière d'écrire, c'est très poétique, c'est très joli, et du coup, tu vas aussi pouvoir te démarquer comme ça avec le storytelling, et chaque personne a des anecdotes, chaque personne a des expériences aussi à raconter, et c'est comme ça que tu vas te démarquer, parce qu'on a tendance à vite tomber dans le Wikipédia, c'est-à-dire vouloir donner des définitions, des conseils, des tutos, des stratégies, bref. Et là où tu vas différencier, c'est vraiment en rajoutant ta touche à toi. Donc, ça peut être par des anecdotes, des expériences, mais aussi des expressions, comment tu vas, toi, formuler les choses. Est-ce que, justement, tu auras un concept avec des formats que tu vas faire ou alors de la légèreté. Enfin, moi, je sais que, par exemple, les mots-clés qui ressortent beaucoup, ça va être tout ce qui est énergie, passionné, peps, le côté peps ressort beaucoup. Du coup, ça ressort avec mon identité visuelle où c'est des couleurs assez Ouais. justement punchy. Je voulais un univers hyper solaire parce qu'on m'a toujours dit justement que j'ai été hyper solaire. Du coup, je voulais vraiment que ça se retranscrive dans mon univers. À côté de ça, il y a des personnes qui vont avoir par exemple du noir et du rouge, mais à partir du moment où tu as une explication derrière les couleurs que tu utilises, le pourquoi du comment, je pense que tu peux tout faire. Ouais. Après, c'est important aussi que ça suive sur le site internet, par exemple. Oui, 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 bien sûr. Ouais, Parce ouais, que ouais. c'est vrai que des fois, je tombe sur un Instagram, puis après, je clique sur le site. Je suis sur la bonne personne là. C'est Ouais. tellement différent. Et donc, c'est vrai que c'est hyper important pour pas qu'on perde le client, quoi. Et ouais, super pour tous ces conseils. Et alors, du coup, tu sais, là, il y a les Reels qui sont vachement en vogue et tout ça maintenant. Et du coup, comment on fait pour naviguer? C'est un peu ma problématique du moment parce que moi, personnellement, les Reels, bon, j'aime bien et tout, mais je sais pas, c'est pas le truc. J'aime bien les posts, moi, tu vois. J'aime bien écrire, j'aime bien partager.
partager des conseils, etc. J'ai l'impression que je suis limitée avec les Reels pour les conseils, tu vois, ou des choses comme ça. Donc, comment on fait, comment on navigue en ce moment entre les posts, les IGTV, les Reels, enfin, qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qu'il faut faire? Fiona, dis-nous tout. Je suis perdue. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, en ce moment, de toute façon, beaucoup vont dire que justement, il faut faire des reels, il faut faire des vidéos parce que c'est un format qui prend de plus en plus de place, ce qui est totalement vrai. Mais il faut aussi s'écouter et surtout prendre du plaisir. Si par exemple, tu n'aimes pas faire des reels, que tu n'es pas à l'aise pour faire des reels, tu vas pas prendre de plaisir, du coup, tu vas te lasser sur du long terme. Et deux, ça va se ressentir et du coup, tu vas pas trop nous accrocher, nous captiver, etc. Donc, autant rester, on va dire, dans sa zone de génie. Après, je dis pas qu'il faut pas tester. Des personnes qui disent par exemple j'aime pas ça, teste et on en reparle. À partir du moment pour moi où justement par exemple tu as déjà des posts qui fonctionnent bien, le format carrousel ou post, infographie, etc. Tu peux rester là-dessus. Je veux dire, le format photo n'est pas mort. C'est juste qu'ils vont bien mettre en avant les vidéos. Et donc, forcément, ça va aller plus vite pour l'expansion, notamment la croissance de ton compte. Mais voilà, il faut aussi s'écouter. Après, moi, je pense que le mieux, c'est vraiment de dynamiser sa communication, c'est-à-dire faire des carousels, des infographies, des lives quand tu peux, des reels. Comme ça aussi, on utilise un petit peu tous les formats d'Instagram. Donc ça, Instagram va être content. Mais voilà, faut pas se forcer. Après, par rapport aux Reels, tu as tellement de possibilités. Tu peux faire des Reels où tu parles. Donc, finalement, c'est des vidéos et voilà, t'as une voix off, par exemple, derrière. Ça peut être seulement des photos, par exemple, de toi et toi, tu vas juste mettre du texte et ça va faire du coup un Reels. Tu peux faire aussi des Reels éducatifs, mais que tu vas transformer en vidéo. Voilà, par exemple, en 30 secondes, tu vas faire tes slides sur Canva. Ça peut être des Reels où tu danses, où tu pointes du doigt. Enfin, il n'y a pas de recette, on va dire, magique ou de bonne réponse. Moi, par exemple, je fais beaucoup de reels où je danse ou alors des voix assez drôles parce que c'est ce que j'aime. Et moi, j'aime danser, par exemple, et du coup, bah, je trouve que ça a du sens de le retranscrire aussi dans mes reels. Mais il y a des personnes qui vont pas du tout être à l'aise de danser et c'est OK, il faut aussi faire en fonction de soi. Mais je pense que le plus important, c'est vraiment de prendre du plaisir parce que sinon, si tu te forces et tu fais les choses à contre-cœur, clairement, dans 6 mois, t'arrêtes Insta, quoi. Ouais, et aussi, bon, après, c'est aussi en fonction de sa cible. Bien sûr. Parce que c'est des personnes qui sont un peu comme toi aussi, au final, qui ont une joie de vivre, peps, qui veulent faire avancer les choses. Enfin, tu vois, donc on attire un peu aussi ce qu'on est, clairement. Et OK pour ça. Donc, merci pour tous tes conseils. Là, j'ai l'impression que tu as un peu tout donné là sur les Reels. Donc, c'est cool. On sait avec quoi on repart. Est-ce que tu penses qu'il y a un peu pas une recette miracle? Est-ce que c'est le fait d'être régulier, de poster du contenu totalement différent qui va faire qu'on va attirer la bonne clientèle, etc., et interagir avec d'autres personnes? Enfin, ou attirer et convertir des clients? Ou est-ce que tu penses que si on part sur une stratégie de Reels, on peut que convertir avec ça? Enfin, comment ça se passe? Parce que je sais j'ai entendu des personnes, donc notamment des clientes à moi, des coachés qui me disent, ouais, j'ai essayé les Reels, j'ai pas arrêté d'en faire, mais ça m'a apporté rien du tout. Ça m'a pas apporté du tout de conversion. Est-ce que tu penses que c'est l'ensemble des choses qui fait que, ou comment tu vois les choses? Bah déjà, il y a l'ensemble, c'est-à-dire faut aussi laisser le temps au temps. Généralement, on dit qu'il faut environ 3 mois pour voir des résultats, le temps que les personnes s'habituent à ton contenu, que les personnes te découvrent, t'apprécient, te fassent confiance. Donc, ce processus, encore une fois, de no like trust qu'on retrouve beaucoup dans le parcours d'achat des consommateurs, etc. Donc déjà, laisser le temps au temps et pas se précipiter en disant ça fait 2 semaines que je poste des reels et j'ai pas de résultats. Après, il faut savoir que les reels, c'est un format OK qui apporte beaucoup de visibilité. Tu peux avoir des reels viraux, mais en fait, tu vas avoir 0 abonné qualifié, tout simplement parce que justement, quand tu touches beaucoup de monde, là, tu rentres dans une audience hyper large. Moi, je sais que les reels, justement, où j'ai eu le plus de visibilité, ça m'a apporté beaucoup d'ados, beaucoup de personnes non qualifiées que j'ai dû virer par la suite. Donc, ça m'a demandé du boulot en plus pour pas grand-chose. Alors que des reels qui ont moins de vues ont parfois plus converti. Donc, en fait, l'idée des reels, et ça, il y a beaucoup de personnes qui font l'erreur, il y en a beaucoup qui disent je vais faire des reels juste pour avoir des vues et du coup je vais faire plein de reels même si ça n'a rien à voir avec mathématiques. Par exemple, je sais pas, je vais faire un cours de cuisine, là je vais me filmer en train de cuisiner parce que j'aime bien cuisiner, ton audience elle te suit pas pour ça et du coup forcément tu vas pas toucher la bonne audience et du coup les reels qui vont convertir c'est vraiment
des Reels dans ton audience, enfin dans ton univers, tu vas répondre justement à une problématique dans un Reels. Et c'est surtout avec l'appel à l'action. L'appel à l'action, il est primordial. Donc, on le voit beaucoup dans tout ce qui est post classique, mais aussi dans les Reels. À la fin, c'est important d'en mettre. Je sais que je me souviens, j'avais un Reels qui avait bien fonctionné, j'avais trouvé chouette. Bref, je parlais vraiment de la stratégie en mode si t'as pas de résultats sur Instagram, est-ce que tu as travaillé ça, ça, ça? Et à la fin, j'avais mis plus que 2 plages, je crois, pour mon accompagnement. C'était en octobre. Donc, en octobre, si tu veux travailler sur tout ça. Et j'ai eu des appels découvertes qui se sont bookés à la suite de ça. Et les personnes m'avaient dit, bah, en fait, c'est dans ton reel. Je me suis rendu compte que je faisais pas du tout ça. Et c'est pour ça que j'ai réservé l'appel. Et ça avait du coup abouti sur des coachings. Donc, l'idée, c'est d'avoir vraiment un objectif derrière le reel, ce que tu fais. Donc, c'est pas, tiens, j'aime bien cet audio, j'aime bien cette trend, je vais la faire, etc. C'est comment je peux lier, par exemple, cette tendance ou cet audio à une problématique de mon audience. Et après, encore une fois, c'est pas les reels, tu vas bien sûr augmenter ton audience beaucoup plus facilement. Il y a des personnes qui sont passées de 1000 à 15 000 en peu de temps d'abonnés. Mais par contre, il faut aussi se détacher de ça parce que tu peux très bien avoir 15 000 abonnés et ne rien vendre, avoir 500 abonnés et vendre. Moi, je sais que j'ai une coachée qui ne fait aucun Reels, qui a, je crois, 525 abonnés maintenant. Donc, quand on a commencé, elle était à 0 puisqu'on a créé le compte ensemble, c'était en octobre. Donc, elle n'a pas pris énormément d'abonnés. Donc, octobre, on est quoi, juin, voilà, 525, c'est pas foufou. Mais par contre, elle a un engagement hyper bon sur son compte. Donc, en termes de ratio, justement, par rapport à son nombre d'abonnés, elle a beaucoup d'enregistrements, de commentaires, de likes, de partages et tout. Et surtout, elle vend de manière régulière. Donc, elle a créé là, des petites formations qui se vendent super bien. Elle a atteint, elle a fait plus que son objectif. Elle a vendu des coachings high ticket à plus de 3 000 euros. Enfin, voilà, elle vend avec une petite audience. Donc, c'est totalement possible. Ouais. Il faut arrêter de croire que plus tu as des abonnés, plus tu vas vendre. Parce qu'en fait, si ta stratégie derrière n'est pas bonne et que tu sais pas convertir, tu auras beau avoir 15, 20 000, 30 000 abonnés, ça ne changera pas la donne. Ah, bien sûr, tu as plus de possibilités de vendre quand tu as plus d'abonnés, mais si tu mets pas des actions concrètes en place pour justement convertir ton audience, ça ne sert à rien et c'est pas pour autant que les Reels vont t'aider à faire ça, quoi. Trop bien, trop bien. Donc ça, ouais, là, tu as complètement cassé la croyance en fait de ce truc-là aussi. Donc c'est toujours faire un contenu qui est adapté et pas raconter des trucs qui n'ont rien à voir. Et puis c'est vrai que je pense que c'est aussi ça quand tu dis oser prendre la parole sur les réseaux et pas non plus s'éloigner trop du sujet. Moi, c'est vrai que je partage quand même pas mal de ma vie perso, on va dire un peu quand même. Mais il faut que je pense avoir un équilibre aussi entre les choses. Et il y a rapprocher l'humain et avoir du contenu pertinent pour après aussi, voilà, convertir. Ok pour ça. Juste, juste pour revenir, tu sais, tout à l'heure, je te parlais un petit peu de la concurrence. Maintenant que tu en es là aujourd'hui et que tu en as vu justement plein de coachs Insta fleurir, du coup, comment tu gères ça, toi, la concurrence? Est-ce que c'est quelque chose qui te dérange, qui te fait peur ou comment tu vois les choses? Alors honnêtement, ça serait mentir de dire que je me compare pas du tout. Alors il y a des périodes, hein, typiquement quand j'ai lancé ma formation InstaShine en janvier, tout le monde a lancé des formations et du coup là je me suis énormément comparée, mais c'est pas bien parce que clairement je suis dans un bad mood en disant mais si et si ma formation se vend pas, ça veut dire que les autres fonctionnent mieux que moi. Enfin bref, voilà toutes les croyances qu'il faut pas avoir. Donc ça c'est facile de donner des conseils. Je suis la première à donner des conseils, mais pour soi c'est quand même plus compliqué. Après, moi, je m'entends très bien. Voilà, j'ai des concurrentes slash collègues avec qui je m'entends super bien. Et d'autres où j'ai un peu de mal parce que justement, moi, j'ai fait tout ce chemin je suis devenue community manager, j'ai fait des stratégies, je suis devenue coach et ensuite j'ai fait de la formation. Enfin, je veux dire, je me sens totalement légitime. Et je vois des personnes qui débarquent, comme on disait tout à l'heure, avec leur formation ou leur coaching. Parce qu'il y en a qui lancent des formations, ils n'ont même pas fait de CM ni de coaching, etc. Mais ils lancent des formations. Et ce qui me dérange maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, et ça, je le dis ouvertement, il y a beaucoup de personnes en fait qui achètent plein de formations sur Instagram ou le business et en fait font une formation avec toutes les formations qu'elles ont consommées et ça me dérange parce que du coup c'est faux et qu'en fait c'est pas fondé en termes de connaissances et voilà l'info est gratuite, on peut se former bien sûr sur internet, mais du coup il y a beaucoup de personnes en fait qui pour moi ne sont pas du tout experts dans leur domaine et sont sur le marché. Enfin moi j'ai récupéré des comptes de personnes, enfin de clients qui avaient des community managers et j'étais en mode
t'avais vraiment un community manager? C'est ton community manager qui a fait ça, genre for real? Ouais, Et, ouais. et du coup, tu vois, ça me dérange. Donc ça m'énerve plus qu'autre chose. Alors que je devrais pas m'énerver, mais clairement, ça m'énerve, ça me saoule. Et après, il y a des phases. Franchement, il y a des phases où là, je me dis, bah tiens, je vais pas regarder ce que font les autres parce que justement, j'ai tendance à me comparer. Et puis, tu as ce truc aussi de, comme je disais, l'info est gratuite et parfois, tu fais des posts que toi, tu as fait ton calendrier éditorial, tu as plein de posts et en fait, tu vois une concurrente à sortir ce post et tu te dis bah tiens si je le poste elle va croire que je l'ai copié bah du coup je vais pas le sortir alors que quand du coup tu regardes pas trop ce que font les autres tu te détaches aussi de ça donc je pense qu'il y a un juste milieu à avoir en Ouais. disant bah ok il faut faire de la veille donc c'est important de voir ce qui se fait mais je pense que tu peux faire de la veille surtout par rapport aux offres en disant bah voilà les concurrentes qui ont ça comme offre elles sont positionnées comme ça voilà le tarif etc mais par contre pas forcément regarder les contenus parce que du coup, tu pourrais très bien, toi, te freiner dans ta stratégie de communication parce que justement, trop de personnes le font. Et après, c'est à toi aussi d'adapter finalement un post, par exemple, encore une fois, avec ce qu'on disait au début, avec ta manière de t'exprimer, tes exemples, tes anecdotes. Quand tu disais tout à l'heure que toi, tu parles beaucoup de ta vie perso, moi, j'ai aucun souci avec ça, mais l'idée, c'est juste d'avoir en fait Ouais. un fil rouge et d'apporter en fait un conseil à travers justement ta vie perso. Tu vois, tu peux Ouais. parler de ta vie perso et justement c'est comme ça que tu vas te démarquer aussi mais l'idée c'est d'avoir un message aussi derrière Ouais. ce post pour apporter de la valeur à ton audience tu vois. Ouais, 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 carrément. Ouais, tu vois, moi, la dernière fois, j'ai fait une story qui était vraiment en mode, genre, il me reste quelques places pour mon accompagnement Pitch ton Biz. Et puis, à l'intérieur de cet accompagnement, je vous apprends aussi à lâcher prise, à arrêter d'être toujours dans le résultat et tout, puisque moi, j'étais comme ça et que j'ai décidé maintenant de lâcher prise et de me prendre 3 jours par semaine de repos, alors qu'avant, j'en prenais 0 pendant 1 an et demi. Donc, je passais de 0 à 3 jours de repos. Et là, tout de suite, il y a quelqu'un qui m'écrit et tu vois, et elle me dit, bah vas-y, je rejoins ton accompagnement parce que je veux vraiment arriver à, à vivre de mon activité, mais tout en lâchant prise aussi. Donc, tu vois, comme quoi, c'était juste une story, c'était un peu truc perso et tout, avec juste un petit appel en disant, mais c'était honnête et sincère, tu vois, clairement. Mhm. Et ça a fait la différence. Maintenant, 2 autres questions pour terminer, mais c'est encore sur de la stratégie. Toi, au niveau des statistiques et du ratio et tout, combien de fois par semaine ou par jour, je sais pas, peut-être, il faut analyser ces stats, voir, faire, je sais pas, faire un tableau récapitulatif. Comment tu t'organises juste pour ça? Ou est-ce que il faut juste regarder et s'informer sur nos stats? Alors, moi, je conseille d'avoir quand même un tableau et de le remplir une fois par mois. Donc, moi, j'aime bien le faire à la fin du mois pour regarder, bah, justement, voir l'évolution aussi de mon compte, la croissance de mon compte. Donc, voilà, combien j'ai gagné d'abonnés, combien j'ai eu de comptes touchés, combien j'ai eu de clics sur mon lien en bio, parce que ça permet de voir aussi la partie conversion. Et ensuite, regarder les posts qui ont le mieux fonctionné. Donc, ça, c'est quelque chose que je fais bah, chaque mois parce que ça me permet aussi de recycler des contenus qui ont bien fonctionné et de les retravailler autrement ou alors de les mettre après sur d'autres canaux, voir voilà combien d'enregistrements, enfin quel post a eu le plus d'enregistrements, quel post a été le plus vu, quel post a eu le plus de clics sur mon lien en bio, quel post a eu le plus de visites de profil, quel post a eu le plus de commentaires, enfin voilà des choses comme ça. Ça me permet vraiment de regarder et après de me poser les bonnes questions en disant bah ok pourquoi ce post a bien fonctionné, est-ce que c'est le sujet, est-ce que c'est le format, est-ce que c'est l'appel à l'action qui était super clair, est-ce que il a performé via les hashtags, est-ce qu'il a performé parce qu'il a atterri dans l'Explorer et du coup ça me permet aussi d'analyser finalement les posts. Après, il faut pas tomber dans ce truc de j'analyse tous les jours mes posts parce que du coup, tu vas être là derrière ton téléphone en disant OK, combien j'ai d'enregistrements? Ah merde. Et du coup, tu vas vite, si par exemple ton post fait un bid, tu peux être vite dégoûté alors qu'en fait, ça se trouve dans quelques jours. Alors, ça, c'est surtout valable avec les Reels. Tu peux faire un bid aller pendant 2-3 jours d'un Reels et en fait, au bout de 2 semaines, ton Reels, il devient viral, tu sais pas pourquoi. Mais, et du coup, c'est important voilà, de dédramatiser. Tu auras toujours des posts qui vont mieux fonctionner que d'autres. Et généralement, c'est des posts d'ailleurs où tu t'y attends pas du tout. Tu te dis, bon, bah, ça, je l'ai fait en 2-2. Voilà, je le poste parce qu'il est fait. Et en fait, le post cartonne, je sais pas pourquoi. Mais voilà, c'est intéressant quand même de le faire au moins une fois par mois. Mais par contre, ne pas tomber, voilà, non, je le fais tous les jours pour voir ce que ça donne. Et là, je suis à combien d'enregistrements, là, je suis à combien d'interactions, Hmm. etc. Non. Ok. Ok, merci. On sent que tu es passionnée par ton sujet quand même, hein. Je pourrais en parler longtemps. Ouais. Voilà. Si tu avais un conseil à donner aujourd'hui pour faire grossir son nombre d'abonnés, son compte Insta, tu dirais quoi? Alors, je dirais qu'on ne doit pas se focus sur justement faire grossir son nombre d'abonnés, déjà.
Ou alors son Euh, engagement où tu vois ouais, vraiment qu'on ait plus de likes, plus de commentaires ou oui, plus genre, d'interaction. un ou deux conseils comme ça à nous donner pour plus d'interaction. Alors déjà, ça serait vraiment de travailler l'optimisation de son profil parce que si tu as un profil pas optimisé, que les personnes comprennent pas ce que tu fais quand elles atterrissent justement sur ton profil, ben, en fait, elles vont partir et du coup, tu n'auras pas d'interaction sur tes posts parce qu'elles vont même pas regarder justement tes publications. Donc, ça va être vraiment de travailler l'optimisation de ton profil, donc d'avoir un nom de profil avec des mots-clés qui catégorisent bien ce que tu fais dans ton domaine d'activité, d'avoir une biographie aussi qui décrit bien ce que tu fais, pour qui, comment, enfin bref, ce que tu proposes de manière générale, mais surtout que ton client idéal se sente concerné et avoir des stories à la une, ça c'est hyper important parce que les stories à la une, en fait, ça va être ton site vitrine, ça va être les catégories qu'on voit dans le site si tu veux et du coup c'est important de les avoir, d'avoir surtout une partie qui suis-je, donc de présentation pour parler de soi, pour que les personnes connectent vraiment avec toi, une partie aussi sur les offres et les produits pour que les personnes voient justement ce que tu proposes et une story à la une aussi sur des témoignages, donc vraiment de la preuve sociale pour assurer les personnes. Ça, c'est hyper important, mais tu vois, on en parlait encore avec mon chéri. Hier, on se baladait et en fait, tu avais un resto vraiment full, mais avec une queue de malade et à côté, tu avais un resto vide. Et moi, j'étais en mode, bah, moi, je suis prête à faire la queue, ça veut dire que ça doit être trop, trop bon, etc. Et on est vraiment comme ça, les humains, à vouloir aller là où il y a plein d'avis positifs, etc. Et donc, c'est important d'alimenter justement cette story à la une de témoignages. Donc, premier conseil, c'est vraiment avoir un profil hyper optimisé. Et je dirais le deuxième conseil pour avoir des interactions, donc bien sûr, travailler sa stratégie de contenu pour son client idéal. Ça, c'est voilà, la base. Mais c'est mettre en place une routine d'engagement pour être plus visible aussi auprès de personnes qui ne nous connaissent pas. Donc, aller liker, commenter, réagir à des stories, des personnes qui ne sont pas abonnées à notre compte, regarder les personnes qui ont une audience similaire à la nôtre, interagir avec ses abonnés, regarder aussi les hashtags qu'utilisent nos clients idéaux et aller interagir avec ces personnes-là qui utilisent ces hashtags parce que potentiellement, c'est des personnes qui sont intéressées du coup par nos contenus aussi. Donc vraiment, aller chercher justement l'interaction. Je dis souvent qu'on ne peut pas vouloir que les personnes interagissent avec nous si nous-mêmes, on n'interagit pas avec ces personnes. Donc c'est un peu le Ouais, principe de réciprocité finalement. ouais. Ok, bah merci beaucoup. T'en as donné plus qu'un de conseil. En tout Ouais, cas. du coup, mais parce que ça va ensemble. Ouais, merci. Franchement, merci beaucoup pour tout ça. Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver? Comment on peut travailler avec toi? Du coup, moi, je propose des stratégies clés en main. Donc ça, c'est vraiment plus pour les personnes qui n'ont pas le temps et veulent avoir des fondations solides sur Instagram. Et en fait, je travaille pour elles leur optimisation du profil, les stories à la une, les listes d'hashtags, des templates de publication, de stories, etc. Donc voilà, c'est clé en main, il n'y a plus qu'à. Ensuite, je fais du coaching Instagram en one-to-one. Voilà, c'est un programme sur 3 mois qui est très, très complet. Et j'ai après des produits digitaux. Donc, je vends voilà, des templates de publication, de stories, de carousel. J'ai une petite formation hyper accessible pour les débutants, pour le coup, pour vraiment maîtriser la partie technique qui s'appelle Insta pour les boulets. Et j'ai ma grosse formation qui s'appelle InstaShine, qui là, voilà, c'est une grosse formation en 8 modules, je crois, où on voit vraiment la méthode de A à Z pour gérer son compte Insta et surtout avoir des clients. Donc voilà, vous pouvez me retrouver du coup sur Instagram, Fiona Piccoli. Ouais, et du coup, justement, j'ai cette question. Et là, je spoil le podcast qui va bientôt sortir, mais qui est déjà sorti à l'écoute de celui-ci. C'est celui avec Clémence de Coaching Collectif, qui a fait donc un coaching avec toi. Et en fait, juste, j'ai cette question par rapport, on en a discuté vite fait. Et c'est vrai que toi, tu l'avais peut-être un petit peu conseillé à un moment donné de prendre son nom à elle. Mais bon, finalement, elle a décidé de garder Coaching Collectif. Pourquoi choisir un nom de marque ou pourquoi rester en son nom personnel? Quel est ton avis sur ça? Ça dépend vraiment du coup des objectifs de chaque personne. Si tu as envie, pourquoi pas dans quelques années, de sortir un petit peu justement ton entreprise, c'est bien d'avoir du coup un nom de marque, d'avoir un nom d'entreprise. Après, moi, ce que j'avais conseillé justement à Clémence, du coup, surtout quand elle débutait, c'était d'avoir son prénom et son nom tout simplement parce que ça humanise beaucoup plus le compte et surtout, tu as plus facilement des interactions avec une personne où il y a un prénom et on ne sait pas du tout ce qu'elle vend. Parce que je ne sais pas si tu as je sais pas, Nicolas, coach sportif, qui va commenter ta publication, tu vas dire, OK, lui, il est coach sportif, il a quelque chose à me vendre, je vais pas aller voir son compte, tu lui donnes même pas l'heure. Alors que si c'est Nicolas,
Bernard, par exemple, tu vas dire, tiens, c'est qui Nicolas? Tu vas aller sur son compte, tu vas voir qu'il est coach sportif, mais en fait, tu vas voir que ses posts t'intéressent et du coup, tu vas peut-être t'abonner ou en tout cas interagir avec ses posts. Du coup, c'était plus pour justement avoir un peu plus d'interaction et que les personnes te donnent un petit peu plus de chance. Maintenant, ça dépend vraiment de ta stratégie un peu plus sur du long terme et aussi du domaine d'activité. Typiquement, les thérapeutes, moi, je trouve ça bien quand tu es vraiment thérapeute, tu es seul, c'est toi en fait qui a l'image de ton entreprise, d'avoir quand même ton prénom et ton nom. Mais voilà, par exemple, pour Clémence, voilà, elle avait quand même des ambitions sur du long terme, donc ça avait du sens aussi de garder le coaching collectif. Ouais. Et après, t'es pas obligé. Après, tu peux avoir ton site qui s'appelle. Mais en fait, toi, tu veux dire pour engager un petit peu la curiosité comme ça, d'avoir son nom et son prénom. Mais après, tu peux avoir ton nom de société qui s'appelle autre chose, quoi. Ok. Totalement. Bah, moi, regarde, mon nom de société, c'est Deva Communication, mais tu le vois jamais. Mon site, c'est Fiona Piccoli. Mon compte Insta, c'est Fiona Piccoli, etc. J'ai vraiment pris parti de garder mon nom parce que justement, c'est comme ça aussi que je me différencie. Enfin, je veux dire, je suis la personne qui... Pour moi, l'élément différenciateur, c'est vraiment moi dans mon entreprise. Donc, je voulais que ça soit moi. Après, je ne dis pas que dans quelques années, voilà, ça se trouve, je vais changer. Mais voilà, pour l'instant, je suis connue aussi sous Fiona Piccoli, donc j'ai envie de garder ça. Ok, cool. Est-ce que tu as une dernière citation, punchline ou un mantra que tu te répètes comme ça pour te motiver au quotidien et pour nous motiver dès aujourd'hui? Quelque chose que j'aime bien, c'est que j'avais tendance à me dire beaucoup, et il faudrait que je me le redise, c'est fais de ton mieux et n'oublie pas d'être heureuse. Ah. Voilà, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, alors que j'avais beaucoup surtout à mes débuts parce que j'ai charbonné, enfin je charbonne toujours, hein, mais je me suis beaucoup oubliée, c'est ce que je disais au début de l'interview, je me suis vachement oubliée et j'étais dans toujours, enfin sans regarder justement ce que j'avais accompli et je voulais toujours aller au next tape, etc., sans regarder tout ce que j'avais accompli, sans célébrer mes victoires. Et voilà, l'idée, c'est de se dire, fais de ton mieux, justement, mais surtout, sois heureuse aussi et fais en fonction aussi de toi, ce qui te procure du plaisir, etc., quoi. Écoute, merci beaucoup Fiona. Je pense que c'était une interview archi complète. Franchement, merci. Merci à toi, c'était trop cool. Et puis, donc on te retrouve donc sur Instagram Fiona Piccoli. On peut se procurer ta formation à Stashline ou avoir un coaching aussi avec toi. Allez voir ce que Fiona propose. En tout cas, si vous débutez sur Instagram, je pense que c'est, ou même si vous voulez avoir une stratégie plus claire et vous améliorer, c'est la bonne personne pour vous accompagner. Merci beaucoup Fanny. Merci à toi, à bientôt. À bientôt. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager à un ami qui en aurait besoin. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager. Tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny l'Esprit Coach. Tu peux me poser toutes les questions que tu souhaites et aussi me donner des sujets que tu aimerais que j'aborde. Je te dis à très vite dans une toute nouvelle vidéo. Thank you.